décideurs de la relation client s'exportent, nous avons quitté notre studio pour nous rendre dans les locaux de Price Minister. Price Minister, vous le savez, c'est le numéro 1 français de la vente en ligne. Et nous rencontrons Olivier Mathieu, vous êtes le cofondateur et également le directeur marketing et communication de Price Minister. Merci de nous recevoir. Merci. On va parler avec vous de mobilité et dans le cadre de cet épisode spécial sur la mobilité, nous avons décidé de donner la parole à notre communauté, c'est-à-dire que de nombreux blogueurs et acteurs nous ont soumis leurs questions que nous allons vous poser ce soir et nous les en remercions. La toute première question, c'est qu'à l'occasion du lancement de votre site M-Commerce, vous avez conclu un partenariat avec Byster. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce partenariat ? Oui, en revanche, Price Minister, si vous voulez, n'est pas en avance dans sa stratégie mobile, parce que le marché du M-commerce est en train de se développer en ce moment, et nous, on est en train de lancer nos différentes fonctionnalités. Donc, un site mobile, d'une part, qu'on a lancé il y a quelques semaines avec, en intégrant la solution de paiement Byster, et une application mobile qu'on a lancée seulement ce matin, et donc qui est sur l'App Store maintenant en version iPhone, Apple, et bientôt Android en janvier. Donc voilà, donc là c'est vraiment le tout début et auparavant on avait quand même une application vendeur depuis déjà de plusieurs mois qui permettait aux vendeurs particuliers notamment de référencer les objets qu'ils souhaitent mettre en vente sur le site ensuite Price Minister. Donc voilà, pour l'instant c'est un site mobile, une application vendeur, une application acheteur. La raison pour laquelle on a travaillé avec Byster sur ce sujet-là, c'est qu'en fait on a constaté plusieurs choses qui sont nécessaires dans le développement du mobile et surtout si comme nous on croit que ça va devenir un très très gros marché, c'est quelque chose, c'est que d'une part, on a naturellement un trafic qui représente de l'ordre de 10% de notre trafic, qui vient sur le mobile, je dirais spontanément, sans qu'on fasse d'efforts marketing particuliers. En revanche, le taux de transformation est encore 2 fois inférieur. Donc en gros, pour 5% de conversion seulement, ramener à ces 10% de trafic. Ce qui veut dire que finalement, on doit améliorer les conditions. Améliorer les conditions pour le consommateur, c'est améliorer l'ergonomie, le confort d'utilisation sur des petits écrans tels que les tablettes, les smartphones, les écrans tactiles. Et également l'environnement de confiance. Et pour développer l'environnement de confiance, on a pensé nécessaire de nous associer à un moyen de paiement réellement spécialisé dans le mobile, génétiquement, techniquement, vraiment connecté avec les fournisseurs de mobile, avec la technologie adaptée à ça. Et donc c'est vrai qu'il suffit de retaper un petit code très simplement, une fois qu'on a été identifié par Byster, pour repayer sans avoir à ressaisir son numéro de carte de paiement. Donc c'est très sécurisant pour le mobinaute qui n'est pas encore un habitué du M-commerce. D'accord. Est-ce que vous avez déjà eu des premiers retours sur ces applications ? Alors, bon, on a lancé l'application acheteur seulement ce matin, donc il est un peu tôt pour le dire. On a des objectifs très ambitieux. Sur l'application vendeur, on approche les 200 000 téléchargements, ce qui est un chiffre assez important quand on considère qu'en réalité, on s'adresse là plutôt à une population de vendeurs particuliers qui n'est pas le grand public. Il y a moins de gens qui achètent moins de gens qui vendent que de gens qui achètent. Donc du coup, on est sur des chiffres assez importants. L'objectif, quand je vous parlais à peu près de 5% de nos transactions et 10% du trafic aujourd'hui, l'objectif c'est de les doubler cette année et d'atteindre 20-25% dans les 2 à 3 ans qui viennent, en suivant le modèle de notre compagnie mère qui est Rakuten, présent sur un marché japonais très dynamique sur la mobilité. Et là, on a une société qui, Rakuten au Japon, représente 12 milliards de volume d'affaires en dollars au Japon, dont 20% sur le mobile. Donc on parle de chiffres très importants, bien au-delà de ce qui existe aujourd'hui à l'échelle française. D'accord. On sent que c'est une demande de la part des clients d'avoir ce type d'application mobile pour les acheteurs. Concrètement, oui, les nouvelles générations aujourd'hui passent plus de temps sur le mobile que devant un écran. Donc la réalité, c'est que nos futurs clients, aujourd'hui, ils sont déjà sur mobile, ils passent plus de temps sur mobile, notamment à travers les réseaux sociaux, puisque tous les réseaux sociaux ont leurs applications mobiles. Et donc bientôt sur le e-commerce, vraisemblablement, c'est ce qui s'est passé notamment au Japon et aux États-Unis, et on sait que la France a tendance à rattraper ce type de retard rapidement. On va revenir sur les médias sociaux. Avant ça, je voudrais vous poser une question de René Lefébure, qui est directeur multicanal chez Altima. Il nous demande si vous constatez une concurrence ou une émulation entre le canal mobile et le canal PC traditionnel. Alors moi, mon analyse à date, mais il faut qu'elle évolue parce qu'effectivement on est tous en train d'apprendre un petit peu en marchant, c'est que deux choses. C'est que d'une part, le canal mobile est complémentaire du canal web, complémentaire en partie en termes de population et de cible, parce qu'effectivement, aujourd'hui, vous savez qu'il y a dans le monde, il y a plus de mobiles et de smartphones maintenant que de PC, mais c'est en partie aussi dans les pays en voie de développement. Ce n'est pas encore complètement le cas dans les pays développés comme la France. Ceci dit, en temps passé et en usage, bien entendu, le mobile est en train de connaître une beaucoup plus forte croissance que le PC, notamment sur les jeunes générations. Donc il y a une complémentarité en termes de population, mais il y a aussi une complémentarité en termes de moments d'utilisation tout au long de la journée du commerçant. Donc clairement, le mobile va arriver à d'autres
d'autres moments dans la journée en complémentarité. Donc nous, on a intérêt aujourd'hui à penser que c'est un seul client qui peut passer d'un device à l'autre, d'un mobile à un PC à une tablette, et selon les moments de la journée, capitaliser sur le moment où il prend de l'information, les moments où il achète, les moments où il se décide, les moments où il se renseigne, où il partage, etc. Il faut être à sa disposition là où il est. Justement, Stéphanie Valliez vous demande s'il y a encore un clivage en matière d'usage entre la mobilité et le canal traditionnel de l'ordinateur, ou est-ce que maintenant ça touche tous les segments de clientèle? Vous venez un petit peu de nous répondre. Et elle vous demande également si vous avez pu déjà analyser le type de profil de clients qui vont télécharger l'application et ceux qui utilisent le site mobile. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les gens qui téléchargent l'application, c'est ce que je disais tout à l'heure, sont un peu plus jeunes. Oui. Donc c'est une population un peu plus jeune, un peu plus en avance sur les comportements. Et d'ailleurs, il est très important dans nos métiers de marketing digital de cibler ces populations jeunes parce que c'est elles qui font quand même la tendance future. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu le contraire. Et jamais, les jeunes ne sont jamais inspirés des vieux, mais les vieux s'inspirent toujours des jeunes, notamment sur nos marchés. Donc clairement, c'est dans ce sens-là que ça va se passer. D'accord. Christophe Montémont, qui est fondateur de Smart Tribune et de Quadriptyque, vous demande quel est le pourcentage d'achats venant de mobile ou alors peut-être les ambitions que vous avez en termes de pourcentage. On en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Est-ce que vous êtes confiant sur l'avenir du m-commerce et comment vous allez gérer surtout la relation client sur le mobile? Est-ce que ça va être un vecteur différent de relation client pour vous? Bon, en termes de chiffres, ce que je disais, c'est qu'on passe de chiffres très modestes aujourd'hui qui est de l'ordre de 5%, c'est pas négligeable, mais c'est sans rien faire, donc c'est très encourageant, avec une croissance qui a 3 chiffres, donc c'est considérable, c'est vraiment le futur le m-commerce et le futur du e-commerce, et on veut atteindre dans les 3 ans qui viennent vraiment les 25%, donc on parle de chiffres très conséquents. Pour cela, on va mettre beaucoup de moyens. Les moyens, ils sont dans la qualité de la relation client, la qualité de l'interface, et évidemment les investissements marketing, parce qu'il faut faire la promotion du téléchargement d'applications, mais également l'émission de points de fidélité, des coupons de réduction, donc les moyens de marketing traditionnels. En ce qui concerne la relation client, en revanche, il n'y aura aucune différence. Notre positionnement, c'est un positionnement de tiers de confiance. Oui. Ça veut dire qu'à un moment donné, on est l'intermédiaire entre des acheteurs et des vendeurs, des marchands et des acheteurs. Et dans ce cadre-là, voilà, à un moment donné, on a un service client qui va répondre à des réclamations avant-vente, après-vente, pendant la vente. Et bien entendu, il y aura le même niveau d'exigence, quel que soit le device. Donc c'est plutôt un moyen technologique, ce n'est pas du tout une différence de qualité relationnelle. D'accord. On a une autre question de Stéphanie Valliez, qui est donc blogueuse et fondatrice de Newseo. Concernant les fonctionnalités, vous avez intégré donc, dans votre application mobile version Android et maintenant sur iTunes, le scan du code barre pour faciliter la mise en vente des produits pour l'appli acheteur. Est-ce que vous allez exploiter d'autres fonctionnalités des smartphones dans ce but pour les prochaines versions de l'application, par exemple la géolocalisation, la photo, etc. Alors nous on a 2 applications aujourd'hui, une pour les vendeurs, une pour les acheteurs, et dans les 2 cas on a intégré le scan du code barre. Pour les vendeurs, ça permet en scannant un code barre facilement au dos d'un produit de le mettre en vente en un clic parce qu'il est déjà référencé dans notre base de données, donc il n'y a pas besoin d'ajouter la photo, etc. A priori notre base de données est préexistante, il suffit de scanner le code barre et ensuite d'indiquer le prix auquel on veut le vendre. Et côté acheteur, dans la 2e application, ça vous permet de comparer les prix facilement. Si vous êtes dans un rayon de magasin ou chez un ami, vous êtes en train de regarder un film ou d'écouter une musique qui vous intéresse, vous pouvez scanner et vérifier, comparer les prix et éventuellement ensuite l'acheter juste derrière ou au contraire juste le mémoriser, ce qui est une fonctionnalité qui est très appréciée sur le mobile. C'est le mémoriser, le mettre de côté pour le racheter plus tard sur son PC, sur sa tablette ou sur son smartphone. Mais enfin en gros, de pouvoir faire sa liste de courses sur mobile, c'est un usage très pratique et très rapide. Ensuite, les autres fonctionnalités qui sont associées au mobile, elles sont nombreuses et c'est ça qui est génial et qui renouvelle un petit peu le marché et l'intérêt du marché. Et je pense qu'on n'en connaît pas encore la fin d'ailleurs, effectivement. Une des choses, c'est la géolocalisation, sachant que comme on n'a pas de magasin en propre, mais que nous sommes une place de marché qui agrégeons l'offre de nos boutiques, notre réflexion, elle ira plutôt dans le développement d'outils à destination de nos marchands pour leur permettre de pouvoir être repérés en termes de géolocalisation par les clients sur la place de marché PriceMister, notamment pour nos marchands qui ont également un point de vente dans la rue, par exemple. D'accord. On a une dernière question de notre communauté, c'est Yann Gourvenec, qui est directeur web et médias sociaux chez Orange et évidemment rédacteur du blog Visionary Marketing. Il nous parle bien sûr de médias sociaux, ils sont incontournables. Considérez-vous que ce canal est primordial pour améliorer votre relation client? Et si oui, quelle est votre stratégie sur ces supports? Alors en matière de relation client, on a une politique qui est quand même de faire passer tous nos clients, que ce soit des questions avant-vente, après-vente, réclamation, des gens contents, pas contents, par un canal qui est un outil qu'on a développé, un outil de CRM qu'on a développé en interne avec des opérateurs. Ça nous permet d'être beaucoup plus fiable dans les réponses qu'on donne, beaucoup plus réactif, parce qu'on peut tracer les numéros de transaction, l'historique, etc. Alors que l'aspect un peu vaporeux et dispersé, si vous voulez, des médias sociaux nous permet pas d'être aussi efficace. En revanche, l'avantage des médias sociaux, c'est d'une part qu'ils
que souvent ils sont l'occasion pour les notamment pour les clients, d'exprimer leur mécontentement. C'est souvent plutôt négatif quand un client s'exprime sur les médias sociaux. Donc on a organisé cela de façon un petit peu comme un carrefour, si vous voulez, de captation de l'information sur les réseaux sociaux pour ensuite les rediriger quand c'est un problème juridique qui a été je sais pas, évoqué, détecté grâce aux médias sociaux. Alors là, on va le rediriger plutôt vers le département juridique. Si c'est un problème de transaction et de réclamation, ce sera vers le service après-vente. Donc on prend plutôt les médias sociaux comme une sorte de carrefour. Ensuite, on retransfère, si vous voulez, le client content ou pas content vers le bon service qui lui répondra de manière beaucoup plus précise et pas en public sur le média social qui est un espace incontrôlable. Parce que certaines marques se servent de leur page Facebook, de leur page Twitter, comme lieu pour les clients pour devenir des ambassadeurs de la marque. C'est-à-dire que quand ils sont contents, ils le mettent très en avant. C'est une stratégie que vous n'adoptez pas? Si, parfois les clients les plus mécontents, à condition d'être bien traités à part et pas forcément dans l'espace public, à partir de messages privés ou alors par email, etc. On peut leur expliquer la situation, d'une part résoudre leurs problèmes et puis ensuite on se rend compte qu'ils sont capables de devenir des ambassadeurs parce qu'ils sont bien mieux intégrés le fonctionnement et ses contraintes. Et dans ce cas-là, ils deviennent des ambassadeurs. Et donc pour les mois à venir, pour les années à venir, quelles tendances ou quelles améliorations en termes de relations clients espérez-vous créer chez Price Minister? Alors nous, en tant que place de marché, on a une stratégie qu'on appelle l'empowerment, c'est-à-dire qu'on donne l'empowerment à nos marchands, c'est-à-dire l'autonomie et des outils. Donc on pense qu'une partie de la relation client sur une place de marché telle que Price Minister Rakuten doit être opérée par les marchands eux-mêmes. Donc on développe de plus en plus d'outils qui permettent une communication directe entre les vendeurs et les acheteurs parce que la meilleure expertise sur les produits, c'est les marchands qui l'ont. Donc déjà, c'est un premier besoin de la relation client, c'est quand vous allez poser des questions sur un produit, que ce soit une canne à pêche, un appareil, un GPS, une tablette ou un jouet, à un moment donné, celui qui le vend, qui a un rôle de vendeur dans son magasin, peut l'avoir aussi, ce même rôle d'expert, si vous voulez, dans une boutique virtuelle sur Price Minister et donc répondre à des questions. Donc notre stratégie derrière, elle est reflétée par un mot qui est un mot japonais qu'on appelle omotenashi, c'est le service et le sens du service qui sont dans les auberges traditionnelles japonaises, c'est-à-dire de favoriser les outils et pouvoir réchauffer un peu la relation pour qu'elle soit moins technologique, moins froide, moins numérique, et donc la relation directe à partir d'outils de réaction immédiate de type chat, messagerie, forum, etc., à l'intérieur des boutiques, dans la galerie marchande de Price Minister. Donc vous faites confiance à vos marchands pour redonner un peu d'humanité dans cette relation digitale. On fait confiance à nos marchands, au contraire on va les encourager parce que c'est les meilleurs experts, c'est aussi leur intérêt de bien traiter leurs clients et c'est aussi, en revanche, à travers des universités qu'on développe pour nos marchands, qu'on leur apprend ce qu'on appelle les best practices, donc les meilleures pratiques, comment répondre à un client, lui répondre vite, lui répondre bien. Et quand un client n'était pas content et qu'il a bien répondu, on peut publier sa réponse de manière positive parce qu'il devient un ambassadeur, etc. Donc il y a un certain nombre de bonnes pratiques qu'on va déléguer à nos marchands. Très bien. Merci beaucoup Olivier Mathiot pour avoir répondu à nos questions. Je vous souhaite bon courage pour la suite et bonne continuation.